Betty de Tiffany McDaniel, édité chez Galmaster en 2020. Nous sommes dans les contreforts des Appalaches, État de l'Ohio, États-Unis. Betty, la petite indienne, est la narratrice. Enfant d'une fratrie de 8, elle nous relate 10 ans de sa vie de famille, entre 1960 et 1970, vie en fait partagée entre une mère américaine psychologiquement instable et un père cherokee qui, malgré les difficultés, tente d'apporter à ses enfants toute la sécurité, l'amour, le rêve qu'ils sont en droit d'attendre. Mais ce roman est également un livre sur le racisme auquel notre jeune héroïne se trouve constamment confrontée en raison de sa forte ressemblance physique avec son père. Au-delà des secrets de famille qui brisent à jamais les êtres, en l'occurrence ici les femmes, Tiffany McDaniel dresse un magnifique portrait d'homme en la personne de Landon Carpenter, le père de Betty. Pour écrire ce livre, d'ailleurs, elle s'est inspirée de la vie de sa grand-mère. Betty est un roman puissant, émouvant, tragique et poétique. Un voyage au cœur des croyants Cherokee. Meurtre entre sœurs de Willa Marsh. C'est un roman qui, grâce à son humour anglais, nous détend. C'est au départ l'histoire d'une famille recomposée. Le père et sa fille, la mère et sa fille. Ils se marient. Les deux filles s'apprivoisent tant bien que mal, et quand les 4 protagonistes trouvent un équilibre, la mère est enceinte. Et là, c'est le début des problèmes. Ce bébé sera une fille, une 3e fille qui sera une véritable peste pour ses sœurs. En grandissant, elle ira de plus en plus loin. Le tout avec beaucoup d'humour et aussi des passages bienveillants et tolérants. Ce livre, Meurtre entre sœurs, porte bien son titre. Je vous laisse découvrir pourquoi. Carbone et silicium de Mathieu Bablé, roman graphique publié chez Ankama en 2020. J'ai imaginé une entreprise qui conçoit des robots censés venir en aide et tenir compagnie aux personnes âgées, à l'apparence humaine pour susciter l'empathie. Cela, c'est Mathieu Bablé lui-même qui nous le dit. Au fil du récit, poursuit-il, j'aborde plusieurs questions philosophiques classiques, telles la confrontation entre raison et pulsion. Je lance surtout un appel au collectif. Les hommes ont besoin de penser et d'agir collectivement pour sauver ce qui peut l'être encore. Or, pour le moment, ils n'y parviennent pas. Carbone et silicium sont 2 androïdes, issus d'une même entité, scindés en 2 individus distincts, premiers représentants d'une gamme nourrie par la totalité du savoir humain présent sur le web. 2 intelligences artificielles qui auraient une âme dans un corps synthétique. L'une recherche le rapport social, l'autre la beauté du monde. L'un vit dans la multitude, l'autre cherche la solitude. Carbone et silicium est une dystopie aux enjeux très contemporains. Migration, désastre écologique, effet pervers de la mondialisation, évolution du rapport au corps et au temps. D'ailleurs, cette dernière question, prégnante dans toute l'histoire, histoire qui se déroule sur 300 ans. Mais ce roman graphique, c'est aussi une audacieuse histoire d'amour, d'attachement robotique. La palette chromatique est particulièrement riche. Le graphisme est très atypique, empreint parfois de ce que je nommerais une beauté froide et sauvage. Mathieu Bablé explique que pour les visages, il s'est inspiré des masques du théâtre Renaud. Carbone et silicium est une claque, tant graphique que philosophique. Un grand moment de lecture. La chatte de Colette, aux éditions Fayard. C'est l'histoire d'un jeune couple, Camille et Alain, dont le lien est dangereusement fragilisé par Saha, la chatte d'Alain. Camille est terriblement jalouse de cette chatte, allant jusqu'à commettre l'impardonnable. J'ai trouvé l'histoire originale. C'est un récit qui nous amène à nous questionner, qui nous bouscule. On se questionne sur le couple. On se questionne aussi sur qui nous sommes individuellement, sur la vie que chacun d'entre nous souhaite. Je vous invite donc vivement par cette histoire à venir visiter ou revisiter l'univers de Colette et sa plume absolument magnifique. Le chagrin de Lionel Duroy, édité au Seuil en 2010. William, le narrateur, 4e enfant d'une famille de 10, retrace son histoire familiale. Issu du mariage entre Théophile Dunoyer, baron de Pranassac, dit Toto, fils unique d'un couple de vieille noblesse désargentée,
et Suzanne Verbois, fille d'un négociant bordelais, couple conservateur et catholique. Il va, avec ses frères et sœurs, vivre une existence ne manquant ni de piquant, ni de drame. Quand cette dernière ne pense qu'à briller en société, Suzanne Verbois, la mère, le premier cours de combines en combine pour lui apporter de quoi alimenter ses ambitions. Et tous deux le font au détriment de leurs enfants, qui vont subir moult avanies, les marquant à vie, rendant inéluctable la déchéance de la famille. Alors quand William, adulte, couche sur le papier son chagrin, sa colère et sa haine, et qu'il décide de publier son roman, il le fait contre l'avis de tous ses frères et sœurs, desquels il se coupera alors. Livre après livre, Lionel Duroy n'en finit pas d'explorer les traumatismes de son enfance. Le Chagrin, publié en 2010, fait suite à Prier pour nous, sorti 20 ans plus tôt. Et le troisième opus, pourrions-nous dire, de cette thérapie littéraire est sorti en 2019 et s'intitule « Nous étions nés pour être heureux ». Le Chagrin, conte cruel, récit plus que roman, est porté par une écriture très enlevée, précise et d'une grande qualité. Les personnages sont animés d'une énergie et d'une dramaturgie inégalables. Tour à tour, le lecteur sourit, compatit, s'offusque même. Surtout peut-être. Il comprend alors pourquoi Lionel Duroy, tout autant que Patrick Modiano et Jean-Marie Leclésio, livre après livre, mais ces deux derniers pour des raisons bien différentes, ne cessent de revenir à ce qui le hante, l'enfance. Le perroquet qui m'aimait de Johanna Burger. C'est un livre documentaire. Johanna Burger est chercheuse et professeure à l'université Rogers. Elle est ornithologue. Elle nous raconte sa passion pour tous les oiseaux. Ça va de pair avec son parcours de vie. Mais le sujet est toujours centré sur les oiseaux. Et si elle a eu plusieurs oiseaux sous son toit au cours de sa vie, il y en a un qui a pris une place plus large, c'est Tico. Elle l'a adopté, pour ne pas dire sauvé, et petit à petit, un lien très fort s'est tissé entre eux. Tico la prend pour sa compagne perroquet. Il mène la vie dure à Mike, le compagnon de Johanna. On apprend 1000 choses sur les perroquets, et aussi sur la vie d'une femme dans ce milieu universitaire des années 80. Je vais vous lire le début du livre. Au bout de 5 ans de relations soutenues, Tico, mon perroquet, m'a soudain fait la cour. J'avais beau savoir combien il m'était attaché, ma surprise a été totale quand, un matin d'avril, son attitude à mon égard s'est modifiée. Soudain, ce tout petit être coloré était sur mon lit et il passait sa tête sous ma main, bien décidé à ce que je lui lisse les plumes, en d'autres termes que je le toilette. Depuis que nous nous connaissions, il avait l'extrême amabilité de s'installer sur la rampe de l'escalier qui se trouve devant ma chambre pour me regarder dormir et attendre que je me réveille avant d'entrer et demander que je m'occupe de lui. L'opération lissage durait en principe de 5 à 10 minutes. Mais ce matin-là, alors que je me réveillais, puis replongeais dans mes rêves, au cœur de la jungle, avec des jaguars, des perroquets de toutes les couleurs volant au-dessus de la canopée, Tico, depuis déjà 2 heures, tapait et tirait délicatement sur mes ongles et mes cuticules avec sa langue et son bec. Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, édité au Seuil en 2020. Kia Clark, surnommée la fille des marais, vit seule depuis l'âge de 10 ans, dans un cabanon sans confort, dans un marais de Caroline du Nord, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Nous sommes en 1952. Grâce à quelques rencontres et soutiens, notamment Tate, elle va parvenir à vivre de façon autonome, espérant toujours, au moins, le retour de sa mère. Quelques années plus tard, la découverte du corps d'un homme bien connu dans la petite ville voisine de Barclay Cove va bouleverser l'équilibre que Kia, malgré les difficultés et les déceptions, était parvenue à construire. Ce premier roman d'une zoologiste américaine est une ode à la nature. Tout au long du roman, ce marais, sa faune et sa flore sont omniprésents.
et c'est une bouffée d'oxygène au gré du vent et des saisons. Mais ce roman est également une réflexion sur la solitude. Le personnage de Kia est terriblement attachant. Une critique parlait d'un personnage entre Tom Sawyer et Robinson Crusoe. Oui, c'est vraiment cela. Croire aux fauves de Natacha Martin, aux éditions Verticales. Dans ce livre, l'anthropologue Natacha Martin nous raconte l'affrontement qu'elle a subi avec un ours, puis la reconstruction nécessaire suite à l'arrachement d'une partie de sa mâchoire. Ce que j'ai aimé dans ce récit, c'est le vécu de cette femme, ce qu'elle nous rapporte de cette culture tout à l'est de la Russie et du monde animal. Ce livre se lit facilement, c'est fluide. L'auteur raconte vraiment en profondeur ses ressentis pendant sa reconstruction. Ses descriptions sur les autochtones et leurs croyances sont très intéressantes. C'est un livre qui donne de la force, de l'espoir et qui se termine bien. Le jardin de roses de Dufaux Hervé, aux éditions Delcourt Mirage. C'est le portrait d'une femme d'une 50aine d'années. Elle s'appelle Françoise. Après avoir été mère au foyer pour élever son fils, elle souhaite reprendre un travail. Elle se retrouve confrontée à la dureté du marché de l'emploi face à son profil et les découragements répétés de son mari. C'est alors qu'une amie va lui demander de s'occuper temporairement de son jardin situé dans un jardin collectif. Sans vous en dire plus, nous assistons à une renaissance. Françoise reprend confiance en elle et s'épanouit. Les illustrations sont douces. À la fin de ma lecture, j'avais un sentiment d'apaisement et un regard plein d'optimisme et lumineux. Je trouve aussi que cette bande dessinée est un portrait de notre société, avec ses difficultés, mais aussi ses qualités. Bonne lecture! Le fil rompu de Céline Spirer, livre de la rentrée littéraire 2020. C'est un roman à la fois historique et une saga familiale. Il retrace la vie de 3 femmes sur 3 générations. La grand-mère qui quittera la Pologne durant l'entre-deux-guerres pour émigrer aux États-Unis. La mère qui retournera en Pologne juste avant la Seconde Guerre mondiale, au moment de la montée du nazisme. La petite fille sur qui l'histoire avec un grand H et l'histoire de sa famille pèseront lourdement sur ses épaules et son destin. J'ai aimé les allers et retours bien ficelés dans les lieux et le temps. Ce procédé a permis de conserver le suspense et de mettre en lumière l'héritage de l'histoire qui nous impacte toujours aujourd'hui. Si vous souhaitez un roman historique et une saga familiale, je vous le recommande. Bonne lecture!